Bonjour à tous, donc je m'appelle Théodora Gensis, je suis en effet la présidente du comité de direction du SPF Affaires étrangères. Auparavant, je vais peut-être donner un tout petit peu mon parcours de carrière. J'ai été auparavant fonctionnaire attaché, conseiller général, donc au sein du SPF. Ça fait 25 ans que je suis là-bas, j'ai fait toute ma carrière aux affaires étrangères. J'ai été aussi directrice générale des affaires européennes pendant plusieurs années. Et puis je suis présidente du comité de direction depuis 1 an pleinement, mais depuis 4 ans, puisque pendant 3 ans, j'ai été ad interim. Alors, ce qui expliquait un petit peu ce qui a fait que je suis arrivée où je suis aujourd'hui, moi, je n'avais pas de plan. Et donc, moi, je n'ai pas aspiré à être top manager. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai anticipé, contrairement à ce qu'il faut, parce que dans ce qu'on nous dit, il faut anticiper sa carrière, etc. Ce n'est pas du tout mon genre, ce n'est pas du tout moi. J'ai toujours travaillé énormément, par contre. J'ai toujours été investie pleinement dans ce que je faisais. Je ne sais pas faire autrement que de travailler, en fait. Je travaillais très, très jeune et j'ai continué à travailler toute ma vie, en fait, depuis un très, très jeune âge. Et donc, pour moi, travailler était essentiel et trouver du sens dans mon travail. Et donc, aux affaires étrangères, j'ai toujours trouvé du sens dans mon travail. Et je me suis toujours amusée. J'ai toujours dit ça aux gens, il faut travailler beaucoup, on peut travailler beaucoup, mais il faut s'amuser. Et pendant 2-3 ans, j'ai eu un job que je n'ai pas aimé. Et j'étais très, très malheureuse parce que je ne m'amusais pas. Mais donc, m'amuser, c'est dans un sens positif. C'est se réveiller le matin, se dire, chouette, je vais y aller, je vais peut-être travailler beaucoup, mais ça va être intéressant. Donc, pour moi, vraiment, avoir du sens dans mon job, ça a toujours été quelque chose d'essentiel. J'ai fait pendant, je vais dire, une bonne quinzaine d'années la même chose, plus ou moins, dans des domaines un peu différents, mais j'étais attachée dans certains dossiers. J'ai fait toujours dans les affaires européennes. Donc, j'ai fait toujours tout dans les affaires européennes. Une fois, je m'occupais d'énergie, une fois, je m'occupais de l'élargissement de l'Union européenne, une fois, je m'occupais des transports, mais en gros, je m'occupais de coordonner la position belge dans toute une série de domaines. Et puis un jour, on m'a demandé d'aller dans un cabinet ministériel. Et donc, bon, je ne m'y attendais pas du tout, parce que ça non plus, je n'avais pas anticipé. J'ai réfléchi. Et on m'a demandé de parler aussi de l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Donc, ça va être un peu mon fil conducteur aussi. Je leur ai dit, je vais réfléchir. J'ai parlé à ma famille. J'ai réfléchi une semaine. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ok, je viens. Mais j'ai ma famille. Donc, il faut trouver un équilibre là, ce qui a été accepté. Mais l'équilibre vie privée... Mais ça m'a ouvert aussi. Dans un cabinet ministériel, je me suis dit, je peux faire autre chose que ce que je fais, en fait. En fait, je suis bonne à faire d'autres choses. Je suis bonne à avoir une vue stratégique et transversale que je n'avais pas spécialement. J'étais travailleuse, j'avais une vision, je crois que j'étais assez stratégique, mais je n'avais pas de vue globale des choses. Arrivé au cabinet, là, on me dit, non, tu ne vas pas t'occuper juste de l'élargissement, tu vas t'occuper d'un portefeuille beaucoup plus large. J'étais à ce moment-là conseillère Europe du ministre des Affaires étrangères de l'époque. Et donc, j'ai dézoomé un petit peu déjà avec mon job au cabinet. Et j'ai commencé à dire, OK, il faut mettre l'intérêt belge au centre de mon action. Au cabinet, c'est ça qu'on fait. On défend les intérêts de la Belgique. Ça a été la première fois où je vois qu'il y a une collègue ici et qui sait très, très bien que l'intérêt belge, maintenant, c'est mon leitmotiv dans tout ce qu'on fait au département des Affaires étrangères. Arrivé quelques années au cabinet, on me dit, il y a le poste de DGE qui s'ouvre, tu devrais postuler. Je dis, moi? Donc là, c'est le symbole de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure. Moi? Ça, impossible. Et donc là, j'ai pris un coach. Et les examens CELOR sont vraiment pas mal du tout. Parce que et surtout, l'exercice STAR est quelque chose d'intéressant. Et d'abord, il m'a dit, parle-moi un peu de toi. Comment est-ce que tu te vois par rapport comment ça s'appelle, au générique et spécifique, aux compétences, voilà, pardon, je suis distraite, aux compétences génériques et spécifiques. Je me dis, tu sais, pas grand-chose, je suis vraiment pas très douée. Et puis, il me dit, tu fais l'exercice STAR, tu prends le tableau, tu fais un beau tableau et tu mets tout ce que tu as fait en prenant les compétences spécifiques. Et là, je remplis ce truc, j'écris beaucoup, moi, donc j'ai besoin d'écrire. Et j'écris. Je dis, waouh, je sais faire tout ça, et j'ai fait tout ça. C'est pas que je sais le faire, c'est que j'ai déjà fait, en fait. Et puis, il me dit, oui, vois un peu, comment est-ce que cette DGE, que tu connais comme ta poche, tu pourrais l'améliorer. Et là, je me dis, OK, je recommence à écrire, et on pourrait faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, je me rends compte que non seulement j'ai déjà fait plein de choses, j'ai plein de compétences, mais en plus, j'ai plein d'idées. Et donc là, je me dis, mais oui, en fait, sans doute que... Et puis, j'ai cette passion,
je m'investis à fond dans ce que je fais. Je me dis, ok, ça fait du sens en fait que je me présente des GE. C'est là où je me dis, je me présente des GE. Et à ce moment-là, je me retrouve face à un jury, alors je vous rassure tout de suite, hyper bienveillant. Donc c'est des gens bienveillants. Si vous êtes fait pour le job, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec présenter un max, non. Je pense qu'il faut se présenter là où ça fait du sens. Parce que les gens qui vont être dans les jurys, j'ai été aussi dans des jurys, bien, ils ont un autre job et ils ne sont pas là pour servir de formateurs aux gens qui ont envie de devenir manager. Je suis désolée. On ne trouve pas ça amusant du tout d'avoir des gens qui viennent juste pour tester le truc. Je ne trouve pas ça amusant personnellement. Pour se préparer, il y a moyen de se préparer autrement, il y a moyen de, en effet, s'informer, prendre des cours s'il faut de management, prendre un coach, mais pas utiliser des jurys pour ça, parce que c'est quand même très, très time consuming, franchement. Et on le fait volontiers, mais il faut que ça reste un peu sérieux. Donc il y a des gens hyper bienveillants, donc c'est une discussion. Moi j'ai eu une conversation avec le jury qui m'a interrogée, bien entendu, et qui a regardé mes compétences. C'est la première fois, j'ai réussi avec un B, parce que je n'avais pas d'expérience de management suffisante. Et donc, je me suis dit, OK, clairement, le jury a marqué ça, mais il dit, ben voilà, mais vous êtes apte, mais là, vous devriez vous améliorer. Là, j'ai encore pris un coach quand j'étais DGE. J'ai pris un coach qui m'a vraiment aidé à pouvoir développer mes compétences en management. Ensuite, là aussi, je vous passe les détails, je suis devenue présidente du comité de direction aussi parce qu'on me l'a demandé. On m'a dit, ben, le précédent pas, est-ce que tu veux bien être un intérim? J'ai dit, quoi, moi? Enfin, rebelote, même cinéma, je ne sais pas pourquoi est-ce que, etc. Et puis, je refais ce star. Je me dis, OK, où est-ce que tu en es? Et oui, en effet, j'ai des idées pour le département et donc je travaille là-dessus. Et donc, c'est quoi la différence entre être attaché et puis remonter, tout ça? C'est pouvoir dézoomer, voir les choses de manière plus transversale, plus stratégique, dans mon cas et dans le cas du SP Affaires étrangères, mais je pense que c'est dans le cas de tous les autres SPF, c'est regarder où est l'intérêt de la Belgique, pourquoi est-ce qu'on est là, c'est pour défendre les intérêts de notre pays, en fait. Donc on doit pouvoir les définir avec l'équipe, avec le ministre, très important, on n'a pas encore parlé du ministre et du gouvernement. Être manager dans la fonction publique, c'est pouvoir travailler avec un ministre, avec un gouvernement, avec d'autres SPF, avec d'autres organismes, qu'ils soient fédéraux ou des entités fédérées. C'est pouvoir en fait regarder tous ensemble comment est-ce qu'on fait partie d'un tout un peu plus grand que ce qu'on est. Et donc cette expérience de top manager, elle est vraiment géniale, vraiment. Maintenant, sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est ce qu'on m'a demandé de dire, elle n'est pas très bonne. Je vous avoue que ça, c'est plus compliqué. Être top manager dans la fonction publique, c'est parfois vouloir mettre un rond dans un cube ou un cube dans un rond. C'est-à-dire, vous avez des moyens assez limités, des injonctions administratives ou politiques parfois un peu insensées. Hein, je parle de structure budgétaire de notre pays, structure institutionnelle, etc., qui rendent la chose pas facile. Donc, il faut le savoir. Parfois, on a dans notre équipe, dans le comité de direction que j'ai pour le moment, des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui viennent du privé, et qui disent « Ah, mais oui, mais bon, donc il y a quelqu'un qui est en maladie de longue durée, il y en a un autre qui est parti dans un cabinet, il y en a un autre qui est ceci, cela, donc je vais le remplacer. » Je dis « Ah ben non, cher ami, tu ne vas pas le remplacer, et tu vas revoir tes priorités. » Et donc, être dans la fonction publique, c'est un défi supplémentaire par rapport au privé, c'est qu'il y a quand même parfois des injonctions un peu rationnellement difficile à expliquer, on va dire. Mais c'est comme ça. Et donc, il faut les accepter à un moment ou bien il faut se rendre job. On peut essayer de les améliorer, on peut rentrer en dialogue avec le politique, on est là pour ça, et voilà. Être top manager aussi, donc c'est diriger une administration, c'est aussi être conseiller du ministre et du gouvernement, une fois de plus. Et donc là aussi, pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est pas décider à la place d'eux. On est là pour proposer, on est là pour conseiller, on est là pour faire des propositions, des analyses de risque, tout ce qu'on veut. On propose aux politiques et le politique décide. Donc, ce n'est pas vous qui allez décider la policy de votre... Et c'est normal, ça s'appelle être dans un contexte d'état de droit et de démocratie, donc c'est quelque chose qui est très très bien. Je voulais ici, dans un deuxième temps, parler un petit peu du leadership inclusif. On m'a demandé de faire ça et je pense que c'est vraiment intéressant. Le leadership inclusif, de la manière dont on l'exprime aux affaires étrangères, c'est créer une culture d'entreprise qui fasse en sorte qu'on écoute les gens, qu'on essaye d'absorber les compétences, les qualités des gens, et puis sur cette base-là, les idées des gens, les recommandations des gens, et puis sur cette base-là, faire une stratégie et un plan opérationnel pour après traduire non seulement, et ça la difficulté, c'est
partir de la base, hein, donc faire du bottom-up avec toutes les idées des gens qui remontent, mais après avoir du top-down qui vous vient en fait de l'accord de gouvernement, qui vous vient de la note de politique générale de votre ministre, et essayer ensemble qu'il y ait un match entre tout ça, entre les aspirations de votre base et puis les injonctions politiques qui viennent d'au-dessus, et puis pouf, vous êtes là, vous mettez dans un shaker, vous proposez quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors la manière dont on a fait, j'ai ici ma collègue qui me regarde, donc j'espère que je ne dirai pas de bêtises et qu'elle aura senti ça comme ça aussi. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'écouter les gens. Donc il y a 3 ans, je crois en 2022, on a lancé un exercice de réflexion généralisée tous ensemble au département. On a appelé ça SAIL, Strategic and Innovation Lab. Et donc c'était une dizaine de chantiers qui étaient sur la table avec en tout 220 personnes. On a une équipe de 3100 personnes avec le personnel local sur 115 postes partout dans le monde. On a mis donc ces 200 personnes. On a eu de l'aide de Bozaï, de l'Humaine. Je vois ici une collègue qui nous avait aussi aidé à l'époque. On nous a donc et on a interrogé les gens et leur a demandé de venir avec des recommandations. Ils sont venus avec 85 recommandations sur toute une série de choses, comment être plus stratégique, comment écouter le personnel local, la problématique de la diversité, du genre, enfin, toute une série de choses. Et là, il faut faire attention à manage the expectations. Les gens pensaient, ou certains pensaient, on va prendre les 85 recommandations, on va faire trois colonnes, vert, orange, rouge, vert, j'ai fait, orange, c'est à faire, rouge, j'ai pas encore fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes manager, vous êtes là pour écouter la base, mais après, une fois que vous avez écouté la base, vous êtes là pour développer une stratégie et un plan opérationnel. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a développé notre vision stratégique en tant que comité de direction, en se nourrissant de la base, à titre personnel, en allant parler avec les différentes directions générales de mon département, les directeurs des différentes directions générales. Pas possible de connaître tout le monde. Je connais énormément de monde après 25 ans de carrière, mais je ne connais pas tout le monde. Et donc, c'est pouvoir écouter les gens sur base de l'exercice SAIL et de cette rencontre avec les gens, aussi en faisant des town hall meetings avec tous les postes partout dans le monde pour écouter à nouveau les gens, eh bien, nous avons développé une vision stratégique et on a essayé, et ça c'est vraiment développer une culture d'entreprise, de dire aux gens, on ne travaille plus en silo. Vous n'êtes pas là. Je pense que c'est ça aussi le management inclusif, c'est de dire, on n'a plus des objectifs par direction générale. Il y en a certains, on a des objectifs transversaux pour l'ensemble du département. Et la base de ces objectifs transversaux, c'est c'est l'intérêt belge, une fois. Vous devez avoir un moment, quelque chose, un drive commun, c'est l'intérêt de la Belgique. On a donc, grâce à ce management inclusif, on est en train de le faire, on casse les silos en demandant aux directions générales d'avoir des objectifs transversaux, en développant aussi un nouveau projet qui s'appelle le projet Synergie et qui est en fait le petit frère ou l'enfant de SAIL et qui est là aussi avec les équipes d'identifier toute une série de chantiers sur lesquels là maintenant on va vraiment mettre en œuvre pour pouvoir changer notre administration, la culture de l'administration, les méthodes de travail de l'administration. C'est un exercice qui est évidemment lancé sur minimum un mandat, on va appeler ça comme ça, et c'est au minimum ça qu'il faut pour arriver à rendre le département plus stratégique, plus transversal, qui met davantage l'intérêt belge au milieu du centre de tout, à l'écoute de ses collaborateurs et en essayant bien entendu de aussi tenir compte d'un monde qui a changé, d'une culture aussi qui a changé au sein des collaborateurs. L'équilibre vie privée, vie professionnelle est beaucoup plus important qu'avant et donc face à tous ces chantiers qu'on met en place, s'assurer aussi qu'on a encore les équipes avec nous, et c'est pas quelque chose qui est évident. Et là, je pense que ça passe par l'écoute, par des town hall meetings, par des réunions régulières avec son équipe proche, avec son équipe plus large, mais aussi avec un comité de direction qui porte les projets. Vous ne pouvez pas, moi, en tant que président du comité de direction, je ne peux pas porter mon projet tout seul. Ce sont des projets du comité de direction. Par contre, mon rôle à moi, c'est de tirer, inspirer, donner l'objectif, on va dire, et la voie, mais après, c'est d'arriver à faire en sorte que tous les wagons suivent par ailleurs. Donc voilà. Je terminerai par là parce que je vois que j'ai déjà bien rempli mon temps.
il est essentiel pour ça, et là je reviens juste sur le point diversité, de pouvoir écouter tout le monde et donc pouvoir écouter la diversité de points de vue qui existe dans le département, s'assurer que tout le monde peut avoir ses chances pour pouvoir y parvenir. On a des programmes de diversité et de genre, et là je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit que je partage. Donc voilà, pour conclure, être manager, que ce soit à petit niveau ou à plus haut niveau, c'est pas facile. C'est difficile, c'est extrêmement nourrissant, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel, mais il faut le faire en sachant que ça vous mange aussi, de manière très claire. Voilà.